On va parler aujourd'hui de l'allocation parfaite dans un portefeuille. L'allocation parfaite, c'est ce que tout le monde essaye d'obtenir en décidant combien de bitcoin il va intégrer dans son portefeuille, dans ses investissements, dans son patrimoine. Et on va voir comment un tout petit peu, finalement, un tout petit peu de bitcoin aurait pu tilter, aurait pu pumper ton patrimoine. Ça va faire mal. L'allocation parfaite, c'est l'analyse du ratio rendement-risque. En gros, combien tu es prêt à prendre de risques pour avoir un rendement plus intéressant que le taux sans risque. On aurait tous dû investir dans Bitcoin le jour où on en a entendu parler. Si je l'avais fait, tu serais pas en train de m'écouter, je serais aux Bahamas. Il n'est jamais trop tard, on sait où le Bitcoin va, il va assez haut, il va aller aussi loin que les dégénérés qui nous gouvernent font pomper la planche à billets et nous amènent à une progressivement inflation, déflation. Et la seule façon de se protéger aujourd'hui, alors on en avait une qui était l'or, on a découvert ensuite que les actions étaient aussi une voie de protection assez importante, contre toute attente. Je ne m'attendais pas à un pump aussi violent dans les actions. Mais depuis que le Bitcoin existe et qu'il a été identifié comme une classe d'actifs respectable et respectée de tous, convient de constater, d'avouer, même pour les plus réfractaires, que Bitcoin a joué son rôle de préservation de valeur de ton patrimoine. Encore faut-il que tu en aies acheté un petit peu. Pour celui qui l'a fait, eh bien, ça a couvert le décalage de son pouvoir d'achat entre la valeur de ce qu'il gagnait, du salaire qu'on lui donnait, et de ce qu'il devait payer. Bitcoin a joué ce rôle. D'ailleurs, on peut le voir très simplement. Si tu regardes la courbe de Bitcoin depuis 2009, malgré l'inflation, tiens, on m'envoie un message, malgré la volatilité, les ups and downs, tu vois qu'on reste quand même dans une tendance qui progresse à la hausse en permanence, en fait, depuis, on est dans un bull run géant, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, eh bien, la valeur de ton investissement aurait été aujourd'hui nettement plus élevée que celle qu'elle doit être aujourd'hui si tu n'as pas investi dans les cryptos et dans le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'en vérité, il n'est pas nécessaire d'inclure énormément, grosse portion de son patrimoine dans du Bitcoin pour avoir un effet positif sur le long terme dans son portefeuille. C'est pas du tout nécessaire. Des grands asset managers comme Vanguard, Fidelity et BlackRock, alors chacun y va de son truc. Enfin, moi personnellement, j'étais très prudent dans mon approche d'une allocation intéressante. J'étais entre 0,5 et 1% du patrimoine dans le Bitcoin. Fidelity parle de 3% quand même. Alors, on le sait maintenant, depuis quelques mois, les gérants d'actifs américains, les gérants de fonds, les gros institutionnels n'hésitent plus du tout à proposer à leurs clients une exposition crypto, pas uniquement Bitcoin, crypto, à leurs clients et aux investisseurs qu'ils conseillent. Donc ceci est un conseil financier quand ils le font. Et on voit que cette allocation va dans le sens de ce que je préconisais tout à l'heure. Ils vont même un peu plus loin que moi finalement. Je suis peut-être un peu trop prudent. C'est intéressant ici de voir que l'allocation est basée en fonction de l'âge. C'est plutôt bien vu. C'est vrai que la volatilité pourrait coincer une personne un peu âgée, en fin de carrière, qui va certainement pendant sa retraite gagner un peu moins d'argent que pendant sa belle période, donc peut-être 65 ans et plus, à faire attention à comment on s'expose, sur quel type de crypto. Et j'imagine que les 0 à 2% de crypto pour les 65 ans et plus doivent être sur des cryptos sûrs et qui sont du Bitcoin en général. En fait, moi je pense que ça doit être ça. Je ne connais pas l'offre crypto de chez Fidelity. Est-ce qu'ils ont des analystes? Est-ce qu'ils proposent des cryptos autres que Bitcoin? C'est quelque chose que je vais creuser. C'est très intéressant. Ils ont poussé la sophistication à proposer des fonds profilés, ce qu'on appelle dans le métier des fonds profilés, c'est-à-dire des fonds avec une allocation prédéterminée. On voit ici une proposition de 4 fonds à travers des ETF. C'est l'arme de guerre ultime des Américains. Ils foutent des ETF avec des management fees, des frais de gestion très faibles en fait, et c'est comme ça qu'ils collectent des centaines de millions, voire des milliards très très rapidement. Donc lorsque ces ETF seront distribués massivement à travers tous les réseaux de gérants de fortune indépendants, les banques privées, nécessairement les volumes d'achat vont pousser le prix des cryptos et le prix des bitcoins en général en priorité assez haut. Donc c'est ce qu'on appelle l'adoption. Cette adoption
Elle a commencé par des vétérans comme nous à l'époque, premier fonds, premier certificat suisse. Donc progressivement, les gens vont aller vers une exposition crypto. Alors elle va se faire soit directement, soit à travers des fonds, des ETF, ou des certificats, des produits structurés. Et pour des gens qui n'ont pas la connaissance et l'envie d'ouvrir des comptes crypto, de gérer leurs clés, ça fait sens. Il y a de très bonnes solutions là-dedans. Et ce que fait Fidelity est très intéressant. On attend BNP, Société Générale, mais je pense qu'on peut attendre assez longtemps. Ne parlons pas des banques monégasques qui sont quand même un gag de toute manière. 4 propositions, 4 allocations. On voit la première qu'ils appellent conservative, la conservatrice ou conservateur. 40% d'actions, 59% d'obliges et 1% en crypto. Notez qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent dire par crypto. Quelle est l'allocation de Bitcoin dans ces 1%? Ça mérite d'être un petit peu... Je pense qu'ils doivent le présenter un peu plus loin dans une étude et on reviendra là-dessus. Bon voilà, vous avez ici cette allocation qui évolue de conservateur jusqu'à all-in equity, donc 97% equity et 3% crypto. Equity, ce sont des actions pour les francophones. Et voilà, donc ça permet d'offrir, en fonction de l'appréciation du risque, l'appréhension, chacun a sa vision d'un portefeuille idéal, en fonction de la capacité de chacun à encaisser de la volatilité. Effectivement, les portefeuilles actions en général et chargés en crypto seront beaucoup plus volatiles, mais à la fin aussi beaucoup plus rentables. Donc pour le 3%, je crois que Fidelity a démontré que la volatilité avec ou sans crypto finalement était marginale par rapport à la performance asymétrique que permettait d'apporter cette légère exposition crypto. On va le voir tout de suite. La proposition d'allocation de Van Eck, qui est un autre gérant d'actifs américain qui gère à peu près 90 milliards de dollars, très sérieux, qui avait aussi postulé et qui a obtenu donc sa licence pour l'ETF Bitcoin, un ETF Bitcoin lui aussi, spot. Donc il a proposé une étude intéressante, un simulateur intéressant, en démontrant ce que tu pourrais obtenir en rajoutant entre 1 et 3% de Bitcoin dans ton portefeuille, en fonction de son profil. On parlait de Fidelity tout à l'heure, qui va de 0 à 5% et qui, en fonction de ton âge, et qui, en général, sans parler d'âge, a une allocation qui va de 0 à 1 à 3%. Chez Van Eck, ici, on a une solution un peu différente. Il te montre l'allocation maximum chez eux étant de 3%, 58% en actions, 38,5% en obligations et 3% de Bitcoin. Par rapport au reste, par rapport à un 60% actions et 40% obligations. Regarde où on en est. Tu en serais là. Et avec 3% de Bitcoin, donc au bout de quelques années, tu arrives à 333% de retour sur investissement versus 167. J'exagère un peu, 176, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que même pendant les périodes de choc, si tu veux, la baisse brutale de 2022, alors tu la sens passer, certes, mais elle est finalement assez faible comparée aux gains préalable que tu as pu effectuer sur obtenir sur ton portefeuille et à la recovery que tu as eu derrière, au gain que tu as pu récupérer derrière. Donc c'est plus volatile, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes, tu gagnes plus. Donc 3%, faut vraiment pas avoir peur. Alors Van Eck, eux, parlent de Bitcoin, ils sont très précis, ils ne font pas d'autres cryptos dans cette simulation. Je trouve ce graphe très intéressant. Ça devrait en faire rêver beaucoup dans les banques européennes, hein, j'imagine, j'espère. Ou peut-être même pas, finalement. Je dirais peut-être 3% du portefeuille, 1% du patrimoine, quelque chose dans le genre. Ça reste à étudier avec ton conseiller financier et ton banquier si t'en as un. Si t'as un banquier en costard dans une banque monégasque, à mon avis, oublie Bitcoin. Les gars vont te faire une danse du ventre en t'expliquant que c'est un scam, que c'était pour vendre de la drogue. Jusqu'au jour où quelqu'un à Paris ou aux États-Unis leur explique que non, donc ils n'auront plus de complexe et ils écouteront les instructions. C'est bon, je peux y aller, c'est vrai, t'as raison, ok, d'accord. Tant qu'ils n'auront pas vu une tendance, je parle des monégasques parce qu'ils ont vraiment un train de retard, n'avanceront pas beaucoup dans cette direction, donc n'espère rien d'eux. Si t'es en Suisse, c'est super, si t'es en France, c'est bien, si t'es aux États-Unis, c'est top, aux Émirats, je te raconte pas, et ça rime.
L'allocation, elle va varier selon ton appréciation du risque, ta capacité à accepter des mouvements qui vont dans tous les sens, et surtout ta capacité, alors pas tant à vendre quand ça baisse, mais surtout à ne pas craquer, à vendre quand ça monte. Il faut que tu te donnes un objectif dans ton portefeuille. Il faut que tu saches que si tu achètes du Bitcoin, c'est pour du long terme et c'est pour protéger, en fait, pour éviter, plus que de devenir riche, je te l'ai déjà dit, c'est pour éviter de devenir pauvre. Il faut savoir résister à la tentation de vendre avec un x3. Et on reviendra sur une émission, sur une vidéo, quand vendre. La réponse, je donne un petit indice, c'est si ta vie change en vendant ce dans quoi tu as investi. Si ça ne change rien, si c'est pour t'acheter une bagnole, laisse tomber, ça sert à rien en fait. Autant avoir acheté des actions et compagnie. Donc savoir ne pas vendre quand tu as gagné, c'est aussi quelque chose qui est assez important. Ce qui va être intéressant dans ta décision d'intégrer du Bitcoin dans ton portefeuille, c'est de pouvoir en fait prendre de la performance globale sans avoir à risquer, on va le répéter, la totalité de tes avoirs, et de pouvoir progressivement accumuler la part de Bitcoin dans ton portefeuille. Comment s'appelait ce type Shark Tank, j'ai oublié, enfin assez connu mais un peu crétin, j'ai oublié son nom, Michael O'Leary. Il avait dit un truc intelligent sur l'or en disant qu'il restait en permanence à 5% de son portefeuille investi en or. C'est-à-dire que quand le prix de l'or montait et que ce pourcentage augmentait nécessairement dans son portefeuille, il en vendait. Et puis, à l'inverse, il en rachetait quand le prix de l'or baissait. Pour lui, l'or étant une assurance. Alors, est-ce que le Bitcoin doit être pris comme une assurance? J'ai envie de dire oui, en fait, parce qu'il te protège contre l'inflation et des politiques de destruction de valeur de nos dirigeants, et de la destruction des classes moyennes, en fait, et de leur pouvoir d'achat. Donc oui, on peut finalement utiliser cette même stratégie et cette même approche de bon père de famille, si j'ose dire, de conserver une balance, une valorisation de Bitcoin dans son portefeuille qui stagne au même niveau. Ça peut être intéressant. Personnellement, j'ai plutôt envie qu'elle augmente avec le temps, et parce que l'inflation, elle augmente de manière intersidérale, en fait. Et ils n'ont aucun moyen, à part peut-être en faisant la guerre à la Russie, de mettre un terme à tout ça. Enfin, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais là, les choses commencent à devenir un petit peu chaudes, quand même. On parle de saisir de l'épargne, on n'a plus de tabou, tout est sur la table, disait notre ministre. Donc, quand ils te le disent, il faut quand même apprécier le message et le comprendre. Alors je te dis pas qu'ils vont pas te taper dans les bitcoins, mais ce sera peut-être un peu plus compliqué si tu les as dans un ledger. Donc cette petite clé USB qui te permet de sortir du réseau et de ne peut-être rester discret. Ça n'est pas illégal, tu as le droit de le faire, comme avoir de l'or dans un coffre en fait, jusqu'à ce qu'on vienne dans le coffre pour te le péter à la banque et de le saisir quand même. C'est arrivé aux États-Unis. Donc il n'y a pas de solution parfaite, mais il y a quand même peut-être diversifié deux, trois choses dans ton setup. Donc au final, tu te rends bien compte, il n'y a pas vraiment de réponse idéale. Tu dois simplement te dire, en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu crois, en fonction de ce que tu analyses, comment tu perçois l'évolution de ta vie, l'économie, ton pouvoir d'achat, ton patrimoine, ton épargne. En fonction de tout ça, c'est à toi de savoir combien tu es prêt à risquer. Par exemple, tu peux juste faire des arbitrages très simples en arrêtant d'acheter des sottises et d'investir, comme on le fait dans l'immobilier, dans des assets, dans des biens qui produisent de la richesse, tu vois, pour te constituer des sources de revenus dites passifs. Et le Bitcoin peut en être, ou les cryptos dans d'autres stratégies, comme je te parlais du market neutral, ou du minage, investir dans des ASICs, dans les capacités de minage, dans le computing power, alors que ce soit pour l'intelligence artificielle ou le Bitcoin, peut être une alternative intéressante dans la constitution ou dans la sauvegarde de ton patrimoine, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on est plutôt dans une mission de sauvegarde, rescue. Conclusion, tu peux commencer par t'exposer au Bitcoin en commençant par faire du dollar cost average. Tu peux ensuite commencer à acquérir du computing power et de miner du Bitcoin. Donc commence par faire quelque chose, démystifie un petit peu la complexité des choses. Je t'ai montré la dernière fois comment on ouvre un compte sur un exchange de réputation sans risque. Donc fais-le et mets en place une stratégie d'accumulation récurrente. Et on va reparler très bientôt du minage, qui est pour moi la mère de toutes les stratégies d'accumulation. Parce que ça roule tout seul, c'est comme un appartement que tu loues à quelqu'un qui paye toujours son loyer. Même quand le loyer est divisé par 2 tous les 4 ans,
le halving, qu'on va bientôt connaître au mois d'avril, eh bien, c'est pas grave, le prix du loyer a tendance à monter en général, et donc tes revenus ne bougent pas trop, et ton investissement reste rentable et reste pertinent. Voilà les amis, c'était ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour la location parfaite. C'est assez intéressant de voir que certaines banques aux États-Unis, grands asset managers, passent le cap. Toujours rien dans des places comme Monaco. J'entends pas beaucoup de banques privées en France parler d'allocation dans les portefeuilles. Les CGPI, alors là c'est vide stratosphérique. Donc à toi de prendre les choses en main. Si ton conseiller financier ou ton banquier ne te le propose pas, fais le premier pas, et si tu as des questions pour savoir qui sont éventuellement des conseillers financiers qui sont crypto-friendly, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je te mettrai en relation avec les personnes idoines. Voilà, ça a été un plaisir de vous revoir les gars, maintenant je vais travailler la vidéo, éditer la vidéo, tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Et peut-être aller prendre l'apéro.